Bonjour, je vous propose de faire un point pratique sur la réforme du droit des contrats. Sachez que le droit qui régissait le contrat avant cette réforme remonte au 21 mars 1804. L'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est passée relativement inaperçue. Et pourtant, en pleine modernisation et mondialisation de l'économie et des relations d'affaires, les pouvoirs publics ont estimé que le Code avait besoin d'une refonte, non seulement pour des questions de sécurité juridique, mais aussi pour renforcer l'attractivité du droit français à l'étranger. Pour les pouvoirs publics, l'objectif de cette réforme est triple. Rendre notre Code civil plus didactique, codifier le droit positif en consacrant notamment la jurisprudence constante, et rapprocher le droit français de celui du common law, dans lequel le juge et son pouvoir d'interprétation tiennent une place prépondérante dans la résolution des litiges. Arrêtons-nous sur le pouvoir d'interprétation du juge. Un texte législatif est gage de sécurité, mais ne peut pas prévoir tous les cas auxquels un professionnel du monde des affaires peut être confronté. L'interprétation a ainsi pour avantage de s'adapter à des situations très diverses, mais elle suscite également une certaine insécurité quant aux décisions pouvant être rendues par des juridictions différentes sur des cas similaires. Il faudra donc attendre quelques années pour harmoniser la jurisprudence. Ces éléments peuvent paraître confus pour les non-professionnels du droit. Et pourtant, il est essentiel que les professionnels du monde des affaires soient sensibilisés sur cette réforme qui modifie de façon importante la façon de rédiger un contrat. D'autant plus que tout nouveau contrat conclu à compter du 1er octobre 2016, ou renouvelé, ou encore tacitement reconduit à compter de cette date est concerné. L'ensemble de la réforme ne pourra pas être abordé, mais vous trouverez des conseils pratiques. Rendons les points essentiels de cette réforme plus accessibles au travers du plan suivant. La conclusion du contrat, avec la bonne foi et le contrat d'adhésion. L'exécution du contrat, nous y verrons la fixation unilatérale du prix, l'imprévision et la cession de créances, puis la fin du contrat avec sa résolution. Jérôme Mandrillon, directeur du crédit chez Lafarge Holcim, et Sylvie Moreau, avocate du cabinet Bloch-Moreau, décrypteront également cette réforme. Nous avons retenu ici deux thèmes, la bonne foi et le contrat d'adhésion. Commençons par la bonne foi. Le Code civil de 1804 prévoyait déjà la bonne foi lors de l'exécution du contrat. La jurisprudence a depuis longtemps consacré l'existence de la bonne foi lors des négociations précontractuelles. Mais l'ordonnance de février 2016 a ajouté la notion de bonne foi lors de la formation du contrat. Qu'est-ce qu'implique cette nouvelle notion ? L'ordonnance va même assez loin dans la précision, puisqu'elle impose que tout au long des pourparlers, la bonne foi soit présente, qu'il s'agisse de la naissance des pourparlers, de leur déroulement ou de leur rupture. Donc on assiste véritablement à une consécration de l'obligation précontractuelle d'information. Un conseil pratique en termes de bonne foi à donner aux rédacteurs de contrats, dans la mesure où cette disposition est d'ordre public et où il n'est pas possible d'y déroger, il apparaît essentiel lors de la rédaction du contrat de prévoir un certain nombre de dispositions, par exemple dans le préambule du contrat, ayant pour objet d'indiquer toutes les informations qui ont été échangées et en particulier les informations qui conditionnent le consentement du co-contractant, de manière à sécuriser au maximum le contrat. Qu'est-ce qu'un contrat d'adhésion ? Il s'agit d'un contrat dont les conditions générales ont été rédigées par une seule partie exclusivement et auquel l'autre partie décide de consentir sans pouvoir en négocier la rédaction. Exemple, contrat conclu avec les fournisseurs d'énergie ou avec un assureur. Les tribunaux avaient déjà eu l'occasion de se prononcer sur de tels contrats. La réforme vient en consacrer l'existence, tout en précisant deux conséquences. La première est la notion de déséquilibre significatif, qui ne s'appliquerait qu'entre professionnels. Le déséquilibre significatif est une atteinte à l'équilibre économique du contrat. Pour interpréter cette notion, le juge pourra largement s'inspirer de la jurisprudence propre au contrat conclu entre fournisseurs et distributeurs et issu du Code de commerce. En mai 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a constaté l'existence d'un déséquilibre significatif lorsque le paiement par le fournisseur est soumis à des conditions de délai de 30 jours. Et tout retard est sanctionné par une clause pénale, alors même qu'il n'existe à l'inverse, à la charge du distributeur, aucune pénalité pour ses propres manquements. Une principale innovation en matière de contrat d'adhésion, c'est le fait que toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est désormais réputée non écrite.
La deuxième conséquence découlant du contrat d'adhésion concerne l'hypothèse d'un doute sur l'interprétation d'une clause du contrat. Dans ce cas, l'interprétation sera faite contre celui qui a proposé le contrat d'adhésion. En premier lieu, la fixation unilatérale du prix dans les contrats cadres et les contrats de prestation de services. Le droit prétorien avait déjà retenu la notion de fixation unilatérale du prix dans les contrats cadres notamment. La réforme consacre cette jurisprudence et ajoute une condition. La partie ayant fixé le prix devra en justifier le montant en cas de contestation de l'autre partie. Mais jusqu'où devra aller le fixateur du prix dans la constitution de sa preuve? Par exemple, peut-il être contraint de révéler ses marges bénéficiaires? La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé en mars 2015 que la justification ne saurait aller jusqu'à contraindre la partie à révéler la marge bénéficiaire qui résulte du prix fixé. En cas d'éventuel abus dans la fixation du prix, il appartiendra au juge de se prononcer. La principale difficulté qui se présentera alors à lui sera de savoir s'il va véritablement s'immiscer tel un économiste dans l'aspect financier du contrat ou si au contraire il se contentera de vérifier si oui ou non il y a un véritable abus dans cette fixation. L'imprévision constitue une innovation importante de la réforme, puisque les textes de 1804 ne l'avaient pas prévu et la jurisprudence en la matière était très fluctuante. Si un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. En cas d'échec des négociations, le cocontractant pourra solliciter la révision ou la résolution par voie judiciaire accompagnée de dommages et intérêts. Le pouvoir du juge en ce domaine se révèle donc particulièrement développé. Il est essentiel de souligner que l'imprévision est une notion supplétive. Il est donc tout à fait possible aux parties d'y déroger. Il faut seulement qu'elles le précisent expressément dans le contrat. Il est également possible, si l'on laisse l'imprévision s'appliquer, de prévoir des clauses d'indexation, voire des clauses de renégociation qui, de fait, rendront la théorie de l'imprévision inutile. À la suite d'une baisse d'activité du cocontractant, le volume d'engagement se révèle trop important. Le cocontractant pourrait solliciter la renégociation tarifaire sur le fondement de l'imprévision. Troisième point, la cession de créances. La nouveauté apportée par la réforme concerne l'opposabilité de la cession de créances aux tiers et aux débiteurs. Effectivement, l'ancien texte obligeait le cessionnaire à faire signifier par voie d'huissier la cession au débiteur cédé. La réforme allège ce formalisme. Ainsi, toute cession convenue à compter du 1er octobre 2016 devient opposable à l'égard des tiers dès la date de l'acte de cession. Et elle devient opposable au débiteur sous deux conditions alternatives. Soit par simple notification, par lettre recommandée avec accusé-réception par exemple, donc inutile de faire appel à un huissier, soit si le débiteur prend acte de la cession. Terminons avec la fin du contrat. En cas d'inexécution du contrat, le régime actuel prévoit la nécessité de saisir le juge pour obtenir la résolution d'un contrat, même en cas de clause résolutoire. La loi nouvelle revoit les conditions d'obtention de la résolution d'un contrat. Ainsi, la résolution pourra résulter soit de l'application d'une clause résolutoire, soit d'une notification du créancier au débiteur en cas d'inexécution suffisamment grave, soit d'une décision de justice. Ainsi, l'intervention du juge n'est plus la condition sine qua non à la résolution d'un contrat. Seul un formalisme particulier devra être respecté. Une nouveauté majeure à signaler est la faculté désormais offerte aux créanciers de procéder à la résolution unilatérale du contrat, certes à ses risques et périls, mais sans passer forcément par la voie judiciaire, une simple notification étant suffisante. Cette notification est encadrée dans la mesure où il doit préalablement adresser une mise en demeure à son cocontractant, lui précisant qu'il entend résoudre le contrat à l'issue d'un certain délai, et lorsque ce délai est expiré, il doit notifier la réalisation de la résolution. Antérieurement à la réforme, dans l'hypothèse où le cocontractant serait un mauvais payeur chronique et que le prestataire informatique souhaiterait mettre un terme au contrat le liant à ce dernier, il serait contraint d'engager une procédure judiciaire afin de faire constater la résolution du contrat.
même si ce dernier mentionne une clause résolutoire. À compter de la réforme, dans la même hypothèse, le prestataire pourrait résilier unilatéralement le contrat après avoir envoyé des relances à son co-contractant, dont une mise en demeure de payer mentionnant la résiliation en cas de non-régularisation de la situation dans un certain délai. Après avoir évoqué les différentes étapes du contrat, voici maintenant le focus de Jérôme Mandrillon sur les points de la réforme pouvant intéresser le credit manager et notamment son impact sur le contrat électronique. C'est une réforme importante, cette réforme du droit des contrats. Elle a des innovations peu nombreuses, mais significatives, comme la cession de dette, la cession de contrat. Et puis, elle a surtout une consécration d'une jurisprudence assez nombreuse sur un certain nombre de sujets. Moi, je retiendrai l'important, c'est le contrat électronique, qui était connu déjà dans le B2C et qui est consacré à travers ses dispositions dans le B2B. Alors c'est intéressant parce que, à travers cette consécration, on reconnaît et on précise comment on enverra son contrat, ses conditions générales de vente par la voie électronique, dans la mesure où la personne qui le recevra l'aura accepté. La date qui certifiera cet envoi va être précisée en décret en Conseil d'État. Alors la réforme des contrats est importante, mais pas que. Il y a des dispositions qui intéressent le credit manager, elles sont assez nombreuses. Et notamment, je pense à la première chose, c'est la copie fiable. La copie fiable est une avancée assez significative puisque maintenant, lorsque vous pourrez porter une action en justice, vous pourrez donner une copie à condition que la fiabilité soit reconnue et les données de fiabilité reconnues seront précisées en Conseil d'État. Donc la copie fiable va certainement pour moi développer l'archivage électronique et le reconnaître de manière assez significative. Mais il y a d'autres innovations aussi, notamment la cession de dette, qui, à travers ces articles, va permettre d'ouvrir un marché nouveau. Il y a des précisions sur la cession de créances, on aborde aussi la délégation de paiement, mais aussi des sujets comme le paiement, la mise en demeure. Donc cette loi est très importante, elle affecte beaucoup le droit des contrats, mais vous aurez observé qu'elle touche l'ensemble du métier du credit manager, elle est donc tout à fait significative. La réforme consacre une place très importante à l'interprétation du juge. Ainsi, le système juridique français se rapproche de celui du common law. Cependant, cette judiciarisation risque de générer une certaine insécurité dans la résolution des litiges. Il est donc essentiel de revoir la façon de rédiger les nouveaux contrats en prévoyant des clauses exprimant le mieux possible la volonté des parties afin de se soustraire ou de limiter le pouvoir d'appréciation du juge. Pour aller plus loin sur le décryptage de la réforme du droit des contrats, nous vous invitons à vous inscrire à cette adresse afin de participer à notre prochain webinaire sur ce sujet.